En juillet 1993, la famille Deschamps quitte la région parisienne pour s'installer dans les Vosges. Jean, le père, est écrivain, Claire, sa femme, travaille la céramique. Ils ont 2 enfants, Thomas, 12 ans, et Élise, 8 ans. Ils cherchent le calme, une nouvelle vie, loin du bruit, loin du monde. Ils trouvent une maison, isolée, à 3 kilomètres du village d'Eichelwald. Une ancienne ferme, rénovée, posée à la lisière d'une forêt que les habitants appellent les Bois Rouges. C'est une belle maison. 2 étages, des murs en pierre, un grenier large et sombre. La forêt commence à moins de 10 mètres de la porte arrière, des pins, des feuillus, des arbres rouges en fin d'été. L'endroit semble figé, calme. Parfait pour écrire, disent-ils. Mais dès leur arrivée, Claire remarque quelque chose. Le silence. Pas un oiseau. Pas un insecte. Un silence profond. Pas naturel. Comme si la forêt retenait son souffle. Le chien de la famille, Féro, s'agite dès le premier soir. Il tourne en rond dans la cour, il grogne vers les bois, il ne s'approche jamais plus loin que le puits. Jean, lui, semble heureux. Il dit que l'endroit est inspirant. Il passe de longues heures à observer les arbres, assis, immobile, sur le perron, comme en attente. Le 3e jour, Claire note dans son carnet « Jean ne dort pas. Il écoute. » Le 5e jour, Élise commence à faire des cauchemars. Elle parle d'un arbre, toujours le même, grand, rouge, creux, et d'un bruit à l'intérieur. Le 6e jour, Claire est réveillée à 4 heures du matin par un léger grattement. Pas dans la maison, pas sur le toit, dans les murs. Comme si quelque chose se frottait lentement à la pierre, une bête sans pattes. Elle tend l'oreille, ça s'arrête. Puis ça reprend, lentement, rythmiquement. Jean dort. Du moins, ses yeux sont fermés, mais ses poings sont serrés sur les draps et il respire à peine. Le lendemain matin, Claire descend seule dans la cave. Elle n'ose pas réveiller les enfants, la lumière est faible, l'ampoule suspendue se balance bien qu'il n'y ait aucun courant d'air. L'odeur est plus forte qu'avant, moisissure, poussière et quelque chose d'acide, de minéral. Elle entend à nouveau ce frottement, mais cette fois c'est derrière elle. Elle se retourne, il n'y a rien. Juste un mur de pierre. Et un cercle gravé en creux qu'elle jurerait n'avoir jamais vu auparavant. Un simple cercle, parfait, de la taille d'une assiette, et pourtant inquiétant. Elle pose la main dessus. La pierre est tiède, presque vivante. Claire remonte. Le soir, Élise ne parle toujours pas, mais elle a rempli 3 pages de son carnet. Sur chaque page, le même arbre, tronc rouge, creux noir. Et cette fois, une silhouette au milieu du tronc, sans visage, sans bras, juste une forme allongée, comme un ver humain. Claire lui demande « C'est quoi ça ?» Élise ne répond pas, mais elle écrit « C'est lui ». Thomas, lui, est de plus en plus nerveux. Il dit qu'il entend des coups dans la terre la nuit, un bruit sourd comme si quelqu'un tapait lentement avec une pierre sous la maison. Claire tente de rassurer, mais elle commence à se réveiller chaque nuit à la même heure, 3h23, toujours, et toujours avec la même impression, que la forêt respire. Le 8e jour, le chien ne veut plus rentrer dans la maison. Féro dort dehors. Il reste couché près du puits, le museau levé vers la forêt. Il ne mange presque plus. Il grogne dès qu'on l'approche. Claire tente de le faire entrer. Il recule, la queue basse, les oreilles plaquées. Ses yeux semblent plus sombres que d'habitude. Dans la journée, il aboie à répétition vers la lisière. Rien ne bouge. Pas un souffle. Pas une feuille qui tremble. Gine dit que le chien devient fou. Claire ne répond pas. Ce soir-là, Gine ne vient pas dîner. Il reste assis sur le perron, face à la forêt. Il tient une cigarette éteinte depuis des heures. Claire l'appelle. Il ne bouge pas. Thomas, en rangeant ses affaires, trouve un papier plié sous son oreiller. Un vieux morceau de journal, une coupure jaunie. Aucune date, pas de titre. Juste un paragraphe incomplet. Il le lit à voix basse. Avaient tous disparu avant l'aube. L'enfant n'avait pas été retrouvé. Seuls les symboles peints à l'ocre étaient encore visibles sur les murs de pierre. Claire lui arrache le papier, furieuse. Personne ne sait d'où il vient, ni comment il est arrivé là. La nuit, Féro aboie de nouveau, longtemps,
de plus en plus vite. Puis il se met à gratter la terre près du puits, en cercle, comme s'il cherchait quelque chose sous la surface. Jean sort, le chasse violemment. Claire le suit. Elle le voit lever la main contre le chien. Il crie « Tais-toi, c'est pas toi qui l'attends !» Claire l'arrête. Il tremble. Mais pas de peur, de colère. Ou peut-être d'impatience. Ferreux ne revient pas le lendemain matin. Il a disparu. Aucune trace. Aucun bruit. Aucune piste. Claire trouve, juste devant la porte, une de ses oreilles. Propre. Aucune morsure. Comme posée là. Déposée. Elle écrit « Il ne voulait plus entrer ». Peut-être parce qu'il savait qu'il n'y avait déjà plus rien à sauver à l'intérieur. Le 10e jour, Élise ne parle plus du tout. Elle ne pleure pas, ne gémit pas, ne bouge presque plus. Elle reste assise pendant des heures, dans un coin de la pièce, son carnet sur les genoux, un crayon mal taillé dans la main. Elle dessine sans s'arrêter, une page, puis une autre, toujours les mêmes motifs. Un arbre immense, rouge sombre, au tronc creux, une silhouette noire, allongée. Elle s'étire vers le haut du dessin comme si elle voulait sortir du papier. Parfois elle ajoute des yeux, parfois une bouche, jamais les deux. Et plus étrange encore, certains dessins sont rayés violemment, à la mine, jusqu'à déchirer la page. Claire récupère le carnet en son absence. Elle y découvre une série de mots, griffonnés entre deux croquis. Il me regarde quand je dors. Il gratte la terre avec sa tête. Il sait que je le vois. Claire veut en parler à Jean, mais Jean est dans la cave. Cela fait 2 jours qu'il descend tous les matins avec un thermos et une lampe torche. Il dit qu'il écrit là, qu'il a besoin d'être au frais, mais Claire sait qu'il n'a rien écrit depuis des semaines. La lampe reste allumée plusieurs heures. Elle voit la lumière frémir sous la trappe. Puis le silence. Claire n'ose plus descendre seule. Le soir, Thomas fait une crise de panique. Il affirme qu'il a entendu quelqu'un parler à Élise dans sa chambre, une voix grave, lente, étouffée. Mais quand il est entré, il n'y avait personne, seulement Élise, qui dormait à moitié assise, le carnet serré contre sa poitrine. Claire retourne voir les voisins le lendemain. Elle montre les dessins à une vieille femme qui habite près de l'église. La femme refuse de les toucher. Elle dit simplement « Cet arbre-là, il n'est pas d'ici. » Mais il pousse dans les souvenirs. Claire repart sans réponse. Le carnet est presque plein. Claire se demande ce qu'Élise dessinera quand il ne restera plus de pages. La nuit du 12 août, Claire se réveille en sursaut. Il est 3h23. Encore. Toujours cette heure-là. Le silence dans la maison est total. Pas de vent, pas de craquement, même les murs semblent retenir leur respiration. Puis elle l'entend. Un souffle, lent, long, comme si quelqu'un ou quelque chose respirait juste derrière la fenêtre. Pas une inspiration humaine, quelque chose de plus lourd, de plus profond. Le genre de souffle qu'on entend plus qu'on ne comprend. Claire se redresse, Jean dort ou fait semblant. Elle s'approche lentement du rideau. Le tissu est froid, humide presque. Elle hésite, puis elle tire doucement. Dehors, rien. Juste les arbres, immobiles, trop immobiles, comme dessinés contre le ciel. Mais au sol, juste au pied du mur, il y a quelque chose, une trace, une empreinte étrange, faite de terre, pas un pied, pas une patte, une forme allongée, vaguement circulaire, comme si quelque chose avait posé sa tête là, ou s'était traîné. Le matin, elle retrouve cette même trace à l'arrière de la maison, et une autre près de la fenêtre d'Élise. Jean ne dit rien, il regarde dehors en silence. Claire lui parle de ce qu'elle a entendu, il répond simplement « C'est normal, faut bien qu'il respire, lui aussi. » Elle le fixe sans comprendre, il ne sourit pas. Élise, ce matin-là, a les doigts sales, très sales, noircis jusqu'aux phalanges. Elle ne se souvient pas pourquoi, elle ne se souvient de rien. Claire la baigne, frotte, mais les taches ne partent pas complètement. Sous ses ongles, il y a des copeaux, de l'écorce et de la terre. Ce soir-là, Claire descend une nouvelle fois à la cave. Elle s'oblige, la lumière grésille. Elle voit à nouveau le cercle gravé, mais autour il y en a 2 autres, plus petits. Il n'y était pas avant. Elle touche la pierre et cette fois, elle entend le souffle. Non plus dehors, mais juste là, derrière le mur. Le 13 août au soir, Jean descend à la cave et n'en ressort pas avant minuit. Claire l'appelle. Il ne répond pas. Quand il remonte, il est pâle, les mains sales, les ongles couverts de poussière. Il dit qu'il écrivait, mais il ne tient aucun cahier.
Claire ne pose pas de questions, pas cette fois. Elle descend le lendemain matin, seule. Il fait froid, plus froid qu'avant. La pierre semble suinter. Le sol est collant par endroits. Et sur le mur, les cercles ont changé. Ils sont plus profonds. Leur forme est plus nette, plus précise, comme si quelqu'un ou quelque chose les retravaillait chaque nuit. Au centre, un nouveau symbole est apparu. Un triangle inversé, creusé dans la roche. À l'intérieur, 3 points alignés. Claire l'effleure. La pierre est tiède. Elle retire sa main d'un coup, ses doigts sont rouges. Elle pense d'abord à une blessure. Mais non, ce n'est pas son sang, c'est la pierre. C'est elle qui saigne. Elle remonte. Jean est assis dehors, sur le perron, les coudes sur les genoux. Il fixe la forêt. Claire s'approche. Il chuchote. Je crois que je comprends ce qu'il veut. Claire lui demande. Qui ça, il? Jean ne répond pas. Il se lève et retourne dans la maison. Le soir, Claire entend du bruit sous le plancher du salon, comme si quelqu'un marchait lentement, très lentement, sous la maison. Mais la cave ne passe pas sous le salon. Elle le sait. Elle a les plans. Elle les a vus. Elle descend encore. Mais cette fois, elle découvre une ouverture. Une brèche fine, dans un angle, à la jonction entre 2 murs. Elle n'y avait jamais fait attention. Elle y passe une lampe. Derrière, un espace. Pas une pièce, pas une cavité naturelle, un couloir, creusé dans la pierre, en pente. Il descend. Il disparaît dans l'ombre. Elle sent un courant d'air. Il est chaud. Il sent la rouille. Et autre chose. Quelque chose comme une odeur de chair, vieille, humide, une odeur de ventre. Claire referme la trappe de la cave. Et cette nuit-là, elle bloque la porte avec un meuble. La nuit du 14 août, le ciel devient rouge. Pas rouge feu, pas rouge couchant, un rouge sale, poussiéreux, comme si la lumière passait à travers une couche de sang séché. Claire observe le ciel depuis la chambre d'Élise. Elle regarde les nuages glisser, lents, presque figés. Et derrière les arbres, elle aperçoit une lumière, faible, pulsante, comme une respiration. Elle croit d'abord à un feu, ou un projecteur. Mais il n'y a personne dans les bois, il n'y a jamais personne. Dans le salon, Thomas fait des cauchemars. Il hurle. Claire accourt. Il dit qu'il a vu un visage. Pas dans sa chambre, pas dans son rêve, sous le lit. Un visage sans bouche. Claire soulève le matelas, regarde sous le sommier. Rien. Mais les draps sentent la terre. Elle le rassure, elle le serre. Il lui murmure à l'oreille. Il est en dessous, il m'attend. Jean, lui, ne dort plus du tout. Il reste assis, dans la cuisine, les lumières éteintes. Il tient un carnet, mais il ne l'écrit pas. Il le fixe. Page blanche, les doigts tremblants. Claire lui demande s'il va bien. Il répond « Je crois qu'il m'aime ». Claire s'éloigne, bouleversée. Elle monte dans sa chambre, s'enferme. Puis elle entend un bruit, comme un bois qui craque, mais pas dans la maison, dans les arbres. Elle entr'ouvre la fenêtre, et cette fois, elle le voit. Juste au bord de la forêt, une silhouette, immobile, grande, trop grande. Elle semble penchée, pas debout, pas couchée, penchée comme un tronc d'arbre brisé. Claire cligne des yeux, elle n'est plus là, mais elle sent encore sa présence. Le lendemain matin, les arbres les plus proches de la maison sont différents. Leurs troncs sont fendillés, leur sève coule lentement, rouge, trop rouge, comme si quelque chose saignait par eux. Claire note dans son carnet. La forêt ne cache plus rien, elle montre, elle offre, et elle veut qu'on accepte. Le 15 août, Thomas cesse de parler à sa mère. Il ne refuse pas de répondre. Il parle, mais pas à elle. Il chuchote dans le couloir, dans l'escalier, dans le jardin. Claire le surprend en train de murmurer à voix basse, les yeux fermés comme s'il écoutait quelque chose d'invisible ou de lointain. Lorsqu'elle lui demande à qui il parle, il répond simplement « Il me parle d'avant. Il me dit ce qui vient après. » Claire insiste.
Thomas s'énerve soudain. « Tu comprends pas, il n'est pas méchant. Il est seul, il veut rentrer. » Plus tard dans la journée, Claire trouve un petit hôtel dans la chambre de Thomas. 3 pierres alignées, des brindilles en cercle et au centre. Une dent. Pas une dent de lait. Une dent adulte. Trop grande. Claire inspecte Thomas. Rien dans sa bouche. Pas de sang. Pas de blessure. Quand elle revient dans la chambre, l'hôtel a été démonté. La dent a disparu. Le soir, Jean parle à table. Pour la première fois depuis des jours. Il demande « Vous sentez pas, vous, quand il entre dans les murs, c'est comme un frisson, mais de l'intérieur. » Élise ne mange pas. Elle regarde par la fenêtre, sans cligner. Claire prend sa main. Elle est glacée. La nuit, Thomas recommence à parler dans son sommeil, mais cette fois Claire entend les mots distinctement. Il dit « Le cercle n'est pas fermé. Il faut creuser plus profond. Le rouge doit sortir. » Claire enregistre. Elle écoute l'audio plusieurs fois. La voix change au milieu. Ce n'est plus la voix de Thomas, elle est plus grave, râpeuse, lente. Et à la fin, elle dit « Elle est déjà morte. » Claire efface l'enregistrement. Le lendemain matin, Thomas ne se souvient de rien, mais il gratte sa poitrine, comme si quelque chose poussait dessous. Il dit « Il fait de la place. » Le 16 août, Claire cesse de rêver. Pas parce qu'elle dort mal, elle dort, trop même. Mais chaque matin, elle se réveille avec la même impression, le vide. Aucun souvenir, aucun son. Juste un goût étrange dans la bouche, un goût métallique, comme du sang. Mais ce n'en est pas, elle vérifie. Elle touche sa langue, sa gorge, rien. Mais ce goût est là, persistant, insidieux. Jean ne dort presque plus du tout. Il passe ses nuits dans le salon, assis dans l'obscurité. Parfois, Claire le surprend à murmurer quelque chose en boucle, des mots incompréhensibles, parfois un nom ou une plainte. Quand elle l'approche, il se tait, il la regarde, et elle ne reconnaît plus ses yeux. Elle écrit dans son carnet « Ce ne sont plus les yeux de Jean, ce sont les yeux d'un homme qui entend quelque chose qu'il ne devrait pas. » Élise, elle, recommence à parler, mais uniquement la nuit. Claire l'entend murmurer dans son sommeil, doucement, comme si elle racontait une histoire. Elle se lève, s'approche, écoute. Élise dit « Quand il sera assez grand, il va sortir. Il sortira par le mur. » Claire regarde sa fille dormir, elle lui caresse les cheveux, et soudain, elle remarque quelque chose. Sur le mur, juste au-dessus du lit, il y a des marques. Des petites traces noires, comme si quelque chose avait gratté la peinture avec des ongles. Elles forment des demi-cercles. 3, alignés. Elle passe un chiffon, rien ne part. Elle descend à la cave. Les symboles sont toujours là, mais ils ont changé. Ils ne sont plus gravés, ils semblent pousser de l'intérieur, comme si la pierre essayait d'expulser quelque chose. Et il y a du bruit. Pas un souffle, pas un cri, un battement. Profond, régulier, comme un cœur. Claire remonte lentement. Chaque marche semble plus longue que la précédente. Elle s'enferme dans la salle de bain, s'assoit au sol, elle respire. Elle essaie de se souvenir d'un rêve, un seul, mais il n'y en a plus. Juste ce goût dans sa bouche et l'impression que quelqu'un, quelque part, rêve à sa place. Le 17 août, Claire réalise que Jean n'est plus vraiment là. Pas qu'il soit absent physiquement, il est là. Il marche, il parle parfois, il respire, mais il n'habite plus son corps. Elle observe au petit déjeuner. Il boit son café à l'envers, pas la tasse, le geste, comme s'il imitait ce qu'un humain est censé faire, mais sans comprendre pourquoi. Il ne regarde plus personne, il regarde autour. Ses yeux fouillent l'air, comme s'il cherchait quelque chose entre les choses. Claire ouvre un tiroir, elle trouve un carnet. Ce n'est pas un journal, pas un roman, pas vraiment. À l'intérieur, des pages couvertes de symboles, des cercles, des spirales, des mots répétés à l'envers. Une phrase revient souvent, écrite à l'encre noire, comme gravée par la main d'un automate. Il veut sortir, il veut sortir, il veut sortir. Claire referme le carnet. Elle le cache. Elle ne sait pas pourquoi. Dans la journée, Jean s'assoit au pied d'un arbre. Il y reste 6 heures, sans bouger,
Sans boire, sans cligner des yeux, Thomas l'observe depuis la fenêtre. Il dit à sa mère « Papa ne parle plus dans sa tête, c'est quelqu'un d'autre maintenant. » Claire lui demande ce qu'il veut dire. Il répond « On change quand on entend trop longtemps, c'est ce qu'il m'a dit. » Le soir, Jean ne monte pas se coucher. Claire descend le chercher à la cave. Il est là, dans le noir, debout, face au mur. La lumière de sa lampe torche éclaire un symbole tracé à la craie rouge. Il lui dit simplement « Je sais ce qu'il faut faire ». Claire l'emmène doucement à l'étage, elle le borde, il ne proteste pas, mais il ne dort pas. Il fixe le plafond. Et il sourit. Le lendemain matin, Jean n'est plus dans la maison. Claire le retrouve debout dans la forêt, pieds nus. Il regarde les arbres. Il dit « Ils bougent quand tu les regardes pas. Ils te montrent comment sortir, mais tu dois d'abord devenir vide. » Claire le ramène. Il ne résiste pas. Il ne parle plus pendant 3 heures. Et à 18h12, il dit « Tu vas comprendre aussi. Toi aussi tu vas t'effacer. » Calibrage de ma voix, 1, 2, ok. A-E-I-O-U. Tanzif. La nuit du 22 août commence comme toutes les autres. Claire ne dort pas. Elle reste dans le fauteuil du salon, les genoux contre elle, les yeux fixés sur l'ombre du couloir. Jean est remonté du sous-sol 2 heures plus tôt. Il n'a pas parlé. Il est entré dans la chambre et s'est couché habillé, les bras croisés sur la poitrine, comme un corps prêt pour l'enterrement. Thomas a laissé la lumière allumée dans sa chambre. Élise dort, mais elle murmure. Claire écoute. C'est une berceuse, une sorte de chant sans mélodie, une plainte régulière, animale. Et au milieu, une phrase. C'est ce soir, c'est ce soir, c'est ce soir. Claire regarde l'horloge. 3h22. Le tic-tac ralentit. Elle le sent, littéralement, comme si le temps hésitait. 3h23. Un bruit sourd, pas fort, mais dense. Une vibration dans le sol, comme un marteau qui frappe très loin sous la terre. Claire se lève. Elle monte dans la chambre des enfants. Élise est assise dans son lit, les yeux ouverts, fixe le mur. Thomas est debout devant la fenêtre. Il parle à voix basse, mais il ne regarde pas dehors. Il regarde son reflet. Il dit « Il est là, juste derrière moi. » Claire s'approche. Elle le touche. Il est glacé. Un son se fait entendre, dehors. Un son qui ne vient d'aucun animal. Un cri, mais inversé. Comme un hurlement aspiré vers l'intérieur. Claire descend précipitamment. La lumière de la cuisine clignote. La radio s'allume toute seule. Une voix déformée, brouillée par le souffle. Elle ne dit rien de clair, juste un rythme, un mot répété plusieurs fois. Rouge, rouge, rouge. Claire arrache la prise. Puis elle entend du bruit à l'étage. Un grondement sec, suivi de pas. Lourd, très lourd. Elle remonte en courant. Les chambres sont vides. Élise, Thomas, Jean, disparus. La fenêtre de la chambre est ouverte, le vent entre, mais il n'y a pas de vent dehors. Claire approche. Elle regarde au sol. Pas d'empreinte, rien. Et pourtant, sur le carreau, dans la buée, une empreinte de main, mais inversée, comme si la main venait de l'intérieur du verre. La nuit du 22 août commence comme toutes les autres. Claire ne dort pas. Elle reste dans le fauteuil du salon, les genoux contre elle, les yeux fixés sur l'ombre du couloir. Jean est remonté du sous-sol 2 heures plus tôt. Il n'a pas parlé. Il est entré dans la chambre et s'est couché habillé, les bras croisés sur la poitrine, comme un corps prêt pour l'enterrement. Thomas a laissé la lumière allumée dans sa chambre. Élise dort, mais elle murmure. Claire écoute. C'est une berceuse, une sorte de chant sans mélodie, une plainte régulière, animale. Et au milieu, une phrase. C'est ce soir. Claire regarde l'horloge. 3h22. Le tic-tac ralentit. Elle le sent, littéralement, comme si le temps hésitait. 3h23. Un bruit sourd, pas fort, mais dense. Une vibration dans le sol, comme un marteau qui frappe très loin sous la terre. Claire se lève. Elle monte dans la chambre des enfants. Élise est assise dans son lit, les yeux ouverts, fixe le mur.
Thomas est debout devant la fenêtre. Il parle à voix basse, mais il ne regarde pas dehors. Il regarde son reflet. Il dit « Il est là, juste derrière moi. » Claire s'approche. Elle le touche. Il est glacé. Un son se fait entendre, dehors. Un son qui ne vient d'aucun animal. Un cri, mais inversé, comme un hurlement aspiré vers l'intérieur. Claire descend précipitamment. La lumière de la cuisine clignote. La radio s'allume toute seule. Une voix déformée, brouillée par le souffle. Elle ne dit rien de clair, juste un rythme, un mot répété plusieurs fois. Rouge, rouge, rouge. Claire arrache la prise. Puis elle entend du bruit à l'étage. Un grondement sec, suivi de pas. Lourd, très lourd. Elle remonte en courant. Les chambres sont vides. Élise, Thomas, Jean, disparus. La fenêtre de la chambre est ouverte. Le vent entre. Mais il n'y a pas de vent dehors. Claire approche. Elle regarde au sol. Pas d'empreinte, rien. Et pourtant, sur le carreau, dans la buée, une empreinte de main, mais inversée, comme si la main venait de l'intérieur du verre. Le 23 août au matin, tout est silencieux. Une voisine du village, la seule à voir encore régulièrement Claire, remarque que la boîte aux lettres déborde. Elle prévient la mairie. Dans l'après-midi, un agent municipal et un gendarme de Saint-Dié montent jusqu'à la maison. Ils trouvent la porte ouverte. Pas forcée, pas abîmée, juste entr'ouverte. Aucune trace de lutte. Rien de visible. La maison est calme. Trop calme. Les pièces sont rangées. Le réfrigérateur fonctionne. Une casserole d'eau froide sur la plaque. Un pull plié sur une chaise. Les lits sont défaits, mais sans désordre. Les jouets d'Élise sont dans un coin. Le carnet a disparu. La trappe de la cave est ouverte. Mais la lumière est éteinte. Le gendarme descend. Il note une odeur étrange. Terre, humidité et quelque chose d'autre. Fer. Comme du sang. Mais pas frais. Sur le mur, les symboles sont toujours là, mais différents. Ils forment maintenant un cercle complet, parfaitement symétrique. Au centre, 3 empreintes de main. Une petite, une moyenne, une large. Aucune trace de pas. Le sol semble balayé. Dans le salon, une chaise est tournée vers la fenêtre. Sur l'appui, une empreinte de main, pas en poussière, en matière. Un dépôt rouge, sec, irrégulier. L'enquête est ouverte immédiatement. Mais les chiens refusent d'entrer dans la maison. Un maître chien affirme que son animal s'est figé net à l'entrée, les pattes crispées, la tête basse. Il dit « C'est pas qu'il avait peur, c'est qu'il reconnaissait quelque chose ». Les recherches dans la forêt ne donnent rien. Les gendarmes quadrillent 3 kilomètres autour. Aucun cri, aucun bruit. Pas de vêtements, pas de reste. La terre est sèche. Aucun pas, aucune trace. Aucune réponse. La maison est laissée vide. Les scellés sont posés. Personne n'ose y retourner avant la fermeture officielle du dossier. Et cette nuit-là, dans Eichelwald, plusieurs habitants rapportent la même chose. Un bruit. Une sorte de grattement lent, comme des ongles sur du bois, mais qui semblait venir de sous leur maison. Le 23 août au matin, tout est silencieux. Une voisine du village, la seule à voir encore régulièrement Claire, remarque que la boîte aux lettres déborde. Elle prévient la mairie. Dans l'après-midi, un agent municipal et un gendarme de Saint-Dié montent jusqu'à la maison. Ils trouvent la porte ouverte, pas forcée, pas abîmée, juste entr'ouverte. Aucune trace de lutte, rien de visible. La maison est calme. Les pièces sont rangées. Le réfrigérateur fonctionne. Une casserole d'eau froide sur la plaque. Un pull plié sur une chaise. Les lits sont défaits mais sans désordre. Les jouets d'Élise sont dans un coin. Le carnet a disparu. La trappe de la cave est ouverte, mais la lumière est éteinte. Le gendarme descend. Il note une odeur étrange. Terre, humidité et quelque chose d'autre, comme du sang, mais pas frais. Sur le mur, les symboles sont toujours là, mais différents. Ils forment maintenant un cercle complet,
parfaitement symétriques. Au centre, 3 empreintes de mains, une petite, une moyenne, une large. Aucune trace de pas. Le sol semble balayé. Dans le salon, une chaise est tournée vers la fenêtre. Sur l'appui, une empreinte de main, pas en poussière, en matière, un dépôt rouge, sec, irrégulier. L'enquête est ouverte immédiatement, mais les chiens refusent d'entrer dans la maison. Un maître chien affirme que son animal s'est figé net à l'entrée, les pattes crispées, la tête basse. Il dit « thoughtful ». C'est pas qu'il avait peur, c'est qu'il reconnaissait quelque chose. Les recherches dans la forêt ne donnent rien. Les gendarmes quadrillent 3 kilomètres autour, aucun cri, aucun bruit, pas de vêtements, pas de reste. La terre est sèche, aucun pas, aucune trace. Aucune réponse. La maison est laissée vide, les scellés sont posés, personne n'ose y retourner avant la fermeture officielle du dossier. Et cette nuit-là, dans Eichelwald, plusieurs habitants rapportent la même chose, un bruit, une sorte de grattement lent, comme des ongles sur du bois, mais qui semblait venir de sous leur maison. Le 24 août, une équipe technique est envoyée dans la maison pour une inspection complète. 2 gendarmes, un photographe judiciaire et un technicien de surface. Ils ont pour mission d'examiner la cave en détail, le sol, les murs, les gravures. Tout doit être documenté. La cave est toujours sèche, mais l'odeur est plus forte. Elle colle à la gorge, ferreuse, organique, comme un mélange de métal, de moisissure et de sang cuit. Les symboles sont nombreux, une quarantaine. Certains ont été gravés, d'autres semblent avoir poussé à travers la pierre comme si le mur les exsudait lentement. Au centre du mur est le grand cercle, parfaitement net. Aucun outil ne pourrait produire une telle précision dans un matériau aussi ancien. Le photographe déclenche son flash, 3 fois, puis l'appareil tombe en panne. Batterie neuve pourtant. Il essaye un autre, même résultat. Il continue à la lampe torche. Un gendarme descend dans la petite brèche au fond de la cave, celle que Claire avait vue. Il y trouve un tunnel naturel, étroit, mais praticable, une 30aine de mètres de profondeur. Il dit que ça ressemble à une galerie de mine, mais il n'y a aucune trace d'exploitation connue dans la région. Au bout, une niche, ronde, taillée à la main, avec au centre un creux, comme un siège ou un berceau, vide. Sur les parois, des dessins, gravés, très anciens. Un œil, une main, une bouche cousue, et une phrase, répétée à l'identique, 5 fois. Ce qui est en dessous doit rester dessous. Il remonte. Le rapport de l'OPJ mentionne une atmosphère pesante difficile à expliquer. Un des gendarmes fait une crise d'angoisse sur place. Il quitte le service 2 semaines plus tard. Le technicien, lui, notera quelque chose d'étrange. En rentrant chez lui, il remarque une poussière rouge sur ses chaussures. Il lave, elle revient, pendant 3 jours. Et chaque nuit, il rêve d'un mur, un mur qui respire. Le 25 août, l'affaire Deschamps est classée comme disparition inquiétante. Mais en interne, les gendarmes parlent d'autre chose. Ils parlent de ce qu'ils ont ressenti dans cette maison. Pas vu, pas entendu, ressenti. Le capitaine Morel, en poste depuis 22 ans, note dans son carnet personnel « Impossible à expliquer ». La maison semble calme, et pourtant, tout y crie. Les murs vibrent comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Un adjoint affirme avoir eu des migraines dès l'entrée dans la cave. Une pression dans le crâne, une sensation de vertige. Il dit « annoyed ». C'est comme si l'air était trop dense, comme si on respirait quelque chose qui ne voulait pas être respiré. Un autre, le maréchal Barès, quitte la pièce précipitamment pendant l'inspection. Il affirme avoir entendu des chuchotements. Mais l'enregistreur posé dans la cave ne capte rien. Silence absolu. La rumeur se répand rapidement parmi les brigades des alentours. Wispesod, ne remettez pas les pieds là-bas. Ce n'est pas une maison, c'est une porte. La hiérarchie demande de refermer l'enquête en l'absence de preuves concrètes. Mais certains refusent. Le commandant de brigade locale décide d'interroger les habitants d'Eichelwald. La plupart se taisent, mais un vieil homme accepte de parler, anonymement. Il dit, thoughtful, cette maison, elle a été bâtie sur quelque chose d'enfoui, une ouverture ancienne. On n'en parle pas ici.
On sait que le sol garde ce qu'on lui donne, mais parfois, il réclame autre chose. Il ajoute que ce n'est pas la première disparition dans la zone, pas officielle, pas déclarée, mais connue, silencieuse. Un gendarme pousse plus loin. Il fouille les archives départementales. Il trouve un document daté de 1894, une plainte pour enlèvement probable d'un couple sans enfant vivant dans une ferme isolée. Même zone, même disposition, même puits. Aucune suite n'a été donnée. Une note manuscrite en bas du rapport attire son attention. Famille installée depuis juin, plainte retirée, maison vide, scellée. Le 26 août, l'unité quitte définitivement les lieux. La maison est murée 2 semaines plus tard. Officiellement, pour éviter les actes de vandalisme. Officieusement, pour contenir quelque chose. En septembre 1993, le maire d'Eichelwald, André Baumann, prend une décision discrète. Il interdit l'accès aux sentiers menant à la maison des Deschamps. Aucune communication officielle, juste un panneau. Zone instable, accès interdit. Le prétexte est simple, risque d'éboulement. Mais les anciens du village savent que c'est faux. Le sol n'a jamais bougé dans cette zone. C'est la maison qui bouge. Un journaliste local tente de l'interviewer 2 mois plus tard. Il veut parler de la disparition, de la forêt, des enfants. Le maire refuse. Mais avant de le congédier, il dit ceci, à voix basse. Les bois rouges. C'est pas une forêt. C'est un couvercle. Et on l'a soulevé sans faire exprès. En 1995, sous son mandat, la maison est définitivement murée. Des plaques de béton, pas de simple clôture. Personne ne peut y entrer sans outils lourds. Certains disent qu'une croix a été dessinée sur la porte, en peinture rouge. D'autres affirment que c'était déjà là. En 2002, André Baumann prend sa retraite. Il s'installe dans un village voisin. Il cesse toute apparition publique. Il meurt en 2008 dans son sommeil. Son fils, en vidant ses affaires, trouve un enregistrement sur cassette, une bande sans étiquette. Il pense à un vieux discours ou une réunion municipale. Mais quand il écoute, il n'entend rien. Juste un bruit. Pas du vent, pas un parasite radio. Un son long, régulier. Comme une respiration, derrière un mur. Et au fond, à peine audible, une voix. Celle de son père. Ne répondez jamais si on vous appelle depuis les bois. En 2009, 16 ans après la disparition des Deschamps, un adolescent du village découvre quelque chose près de la forêt. Il joue avec ses amis, non loin de l'ancien chemin menant à la maison. Malgré les interdictions, ils s'en approchent. Ils veulent voir les murs du démon, comme ils disent. L'un d'eux trébuche sur une racine. En tombant, il remarque un objet partiellement enfoui sous les feuilles mortes. Un carnet. Abîmé, jauni, gonflé par l'humidité, mais intact. Sur la première page, un nom, écrit à la main. Élise Deschamps. Ils l'apportent à leurs parents, qui l'apportent au maire de l'époque. Le carnet est rapidement transmis à la gendarmerie, puis à un historien local passionné de folklore vosgien, qui collabore souvent avec la préfecture. Il l'étudie pendant plusieurs semaines. À l'intérieur, des dizaines de dessins, certains identiques à ceux mentionnés dans l'enquête de 1993. L'arbre rouge, le tronc creux, la silhouette. Mais d'autres sont nouveaux. Des figures géométriques, des cartes mentales, et des scènes très précises. Une table, un mur, un tunnel, une silhouette au plafond, des mains dans la terre. Dans les dernières pages, les dessins deviennent flous, tremblés, comme griffés. Puis, plus rien. Juste une phrase, répétée plusieurs fois. Il me parle avec ses racines. Il me parle avec ses racines. Il me parle. À la fin, une page est déchirée, arrachée nette. Le carnet contient aussi plusieurs pages d'écriture, illisibles, gribouillées dans une écriture enfantine, mais frénétique.
L'historien tente d'en extraire des mots. Il en identifie 2, revenant souvent. Fente. Accueillir. Une datation du papier et de l'encre confirme son authenticité. Pas une reconstitution, pas un faux. Un détail trouble les enquêteurs. La zone où le carnet a été retrouvé avait déjà été fouillée en 1993, plusieurs fois, par plusieurs équipes. Le carnet n'y était pas. Alors pourquoi est-il revenu maintenant ? En 2017, une équipe de documentaristes indépendants décide de tourner un reportage sur les mystères oubliés de Lorraine. Parmi les lieux listés, la maison murée des Deschamps. Ils obtiennent une autorisation exceptionnelle pour filmer la façade. Pas d'entrée dans les lieux, pas de contact avec les murs, juste des plans extérieurs. Le jour du tournage, quelque chose se passe. L'un des cadreurs, Marc R, remarque une fissure sur le mur de béton. Rien d'inhabituel selon lui. Mais en zoomant avec la caméra, il affirme avoir vu un œil. Pas un œil dessiné, pas une illusion. Un globe humide, vivant, fixé au fond de la fissure. Il cligne, puis disparaît. Le plan ne montre rien, la caméra a décroché à ce moment-là. Le soir, l'ingénieur son se plaint de maux de tête violents. Il dit avoir entendu un bruit constant pendant toute la prise, une fréquence grave, basse, comme un battement ou un grognement. Personne d'autre n'a rien perçu. Mais lorsqu'il réécoute les pistes audio, il trouve une anomalie. Une sorte de vibration répétée, presque imperceptible. Elle revient toutes les 23 secondes, exactement. Un habitant du village, en apprenant que le tournage a eu lieu, vient trouver l'équipe dans leur gîte. Un homme âgé, très mince, qui semble inquiet. Il leur demande « Vous n'avez pas parlé avec lui, hein ? Il ne faut pas lui répondre, pas même par la pensée. » Quand on lui demande à qui il fait référence, il répond « Celui qui attend, celui sous les racines. » Il raconte que lorsqu'il était enfant, un autre bâtiment se tenait à la place de la maison des Deschamps, une ferme. Elle aussi a disparu, les gens aussi. Il termine en chuchotant « On ne construit pas par hasard sur certains sols, ce sont les sols qui choisissent. » L'équipe termine le tournage le lendemain, mais il n'utilise jamais les images de la maison. Le réalisateur dira dans une interview, 2 ans plus tard, « Il y a des lieux qui ne veulent pas être racontés. Et celui-ci vous le fait comprendre très vite. » En 2021, un géologue indépendant publie un rapport confidentiel pour la préfecture du département. Le but ? Évaluer la stabilité des sols autour d'Eichelwald en lien avec un projet forestier. Le rapport ne devait rien révéler d'inhabituel, mais à la page 12, un paragraphe trouble les autorités locales. Il y est écrit « Présence d'une poche géologique non répertoriée, située à environ 40 mètres sous la zone de l'ancienne maison Deschamps. Forme ovoïde, composée d'un mélange de roches, d'argile rouge et d'un matériau organique indéterminé. » Le mot « organique » n'est pas explicité. Le géologue, interrogé, reste vague. Il dit simplement « Il y a des échos, des résonances. Le sol vibre là-bas, pas en surface, en dessous, et ça ne suit pas les logiques telluriques connues. » Un capteur sismique a été installé en secret. Il a enregistré une activité très faible mais régulière, une pulsation, toutes les 323 secondes, jour et nuit, sans interruption. Pas naturel, pas mécanique, autre chose. Le géologue refuse de retourner sur place. Il ajoute « Ce qu'il y a là-dessous, ce n'est pas une cavité, c'est un creux dans quelque chose, comme une absence, mais vivante. » Un autre élément est relevé par un technicien. L'argile présente dans les prélèvements n'est pas locale. Elle correspond à une formation vieille de plusieurs millions d'années, absente de cette région. Elle vient d'ailleurs, où elle a été ramenée là. Un échantillon est envoyé à un laboratoire universitaire, mais il est perdu avant analyse. La boîte arrive vide. Le géologue clôt son rapport avec une annotation manuscrite non destinée à publication. Il faut arrêter de chercher. Ce n'est pas une faille. Ce n'est pas un gisement. C'est un ventre. Et il se souvient. En 2023, un écrivain amateur passionné d'affaires non résolues publie un article en ligne sur « La malédiction des bois rouges ». Il compile tous les éléments connus, rapports de gendarmerie, témoignages, photos d'archives, extraits du carnet d'Élise. Il termine par une hypothèse.
que la maison des Deschamps aurait été construite sur une ancienne zone de rituel, ou une faille symbolique, une sorte de passage entre deux états du réel. L'article est lu plus de 100 000 fois. Parmi les commentaires, un attire l'attention. Il est posté anonymement, sous un pseudonyme, La Voix sous la terre. Il dit ceci. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une affaire, c'est une invite. Ceux qui écoutent trop longtemps finissent par entendre. Et une fois qu'on entend, il vient. L'adresse IP est intraçable. Une semaine plus tard, l'auteur de l'article est retrouvé chez lui, assis devant son ordinateur, mort d'une crise cardiaque. Mais son visage est figé, dans une expression étrange, pas de peur, de concentration, comme s'il écoutait encore. Sur son écran, un seul fichier était ouvert, un document vide, sauf une ligne, répétée plusieurs fois. Il creuse, il creuse, il creuse. Depuis, rien. Plus aucune apparition, plus de rumeurs. Le village d'Eichelwald vit en paix. Mais chaque année, à la date du 22 août, certains affirment entendre un son la nuit. Un souffle, lent, rythmé, comme une respiration contre la vitre. Et parfois, dans la buée du matin, une empreinte de main, inversée. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. D'autres récits vous attendent. À bientôt!